Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. Une lettre attribuée à Paul Verlaine, suite au poème qu'Arthur Rimbaud lui a envoyé à l'été 1871. Verlaine a 27 ans, Rimbaud 10 de moins. Ces deux météores vont alors traverser Paris, brûlés d'un feu rare, entre ivresse et scandale, entre amour et violence. Chronique parisienne vous invite à découvrir les 6 mois du Paris de ces deux poètes qui ont bouleversé la poésie française. Paris, théâtre de leur passion, mais aussi de leur drame. Mais le vrai drame qui s'est noué autour de leur relation n'est peut-être pas celui auquel on pense. Septembre 1871. Rimbaud arrive gare de l'Est. Verlaine l'attend sur les quais, mais il se loupe. Rimbaud se rend alors seul au domicile de Verlaine. Direction 14 rue Nicolet, dans le 18e arrondissement. La femme de Verlaine, Mathilde, 18 ans, enceinte, et sa belle-mère le reçoivent. Elle découvre un jeune poète agressif, au visage hâlé, grandes mains, yeux bleus perçants, qui ne s'exprime que par monosyllabes avec un fort accent ardennais. Verlaine les retrouve. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais Arthur va loger dans la maison, un espace domestique, bourgeois, étroit, exactement l'inverse de l'imaginaire bohème. Insolent, sale, génial, Rimbaud fascine Verlaine, et Paris devient le décor de leur rencontre explosive. Verlaine et Rimbaud sont deux grands promeneurs. Verlaine découvre les idées révolutionnaires de Baudelaire sur l'art, sur la nécessité de détruire le monde ancien pour créer un monde neuf qui deviendrait le domaine de la seule poésie. Verlaine présente son ami dans les cafés comme le Cadran, aujourd'hui le Central, dans le 9e arrondissement. Le groupe de poètes, les Vilains Bonshommes, issus du cercle des Parnassiens, organise de fréquents repas au cours desquels règne le tapage et l'éloquence. Rimbaud y fait circuler une copie de son Bateau ivre, poème qui résonne comme une explosion de liberté libre, pour reprendre l'expression de Rimbaud. Mais un texte profondément mélancolique, car c'est sur un constat d'échec que le poème s'achève. Dans le 6e arrondissement, rue Férou, une fresque reprenant l'intégralité du poème recouvre le mur d'enceinte de l'Hôtel des Impôts depuis 2012. Elle a été réalisée par le peintre calligraphe Jan Willem Bruns, sur 300 mètres carrés. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidée par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Je ne puis plus, baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Quel magicien des mots cet Arthur, mais un hôte impossible, expulsé de tous les logements pour son attitude choquante. Il prend des bains de soleil nu, il choque par son franc-parler. Il suggère à Théodore de Banville, grand gourou des Parnassiens, de se débarrasser de l'alexandrin. Le seul à ne pas remarquer ses travers, c'est Verlaine. Le 15 novembre 1871, Verlaine et Rimbaud arrivent ensemble au théâtre de l'Odéon, bras dessus, bras dessous, et s'embrassent pendant l'entracte. Le journaliste Edmond Lepelletier écrit alors « Paul Verlaine donnait le bras à une charmante personne, Mademoiselle Rimbaud ». On entraîne Rimbaud vers les Utistes, QG d'un des groupes littéraires de Verlaine. Le club se réunit à l'Hôtel des Étrangers, rue Racine. Tous les adhérents alimentent un album avec des sonnets grivois, des dessins, des parodies. Rimbaud s'y fait dessinateur. Le cercle des amis de Rimbaud et Verlaine diminue. Lors d'une réunion des Vilains Bonshommes, Rimbaud n'a pas pu s'empêcher de mettre la pagaille en disant merde à chaque vers récité par un jeune poète et a blessé ensuite le photographe Carjat. Le but de l'adolescent ne serait-il pas de détruire le mariage de Verlaine ? Verlaine est totalement indifférent à son enfant né fin octobre. Il devient de plus en plus violent,
Il veut incendier la chevelure de sa femme, Mathilde, puis il veut l'étrangler. Mathilde envisage la séparation. Verlaine supplie Rimbaud de quitter Paris le temps de sauver son mariage. Rimbaud repart dans les Ardennes en mars 1872. Puis tout semble rentrer dans l'ordre pour le couple. En mai 1872, Rimbaud revient à Paris. De nouveau, il erre d'un logement à l'autre, notamment à l'hôtel Cluny, rue Victor Cousin, dans le 5e arrondissement. Arthur travaille toutes les nuits, se rend au café pour s'enivrer. Il est devenu un paria au sein du Paris lettré. Le 7 juillet, Verlaine se rend à la pharmacie pour Mathilde. Il croise Rimbaud, lui apprend qu'il va partir pour la Belgique. Rimbaud lui dit « Laisse-nous tranquille avec ta femme, viens, je te dis, on s'en va ». Verlaine part avec lui et ne reviendra pas. Mathilde découvre les lettres de Rimbaud à Verlaine, dans lesquelles les deux ont comploté depuis le début. Elle détruira les courriers. La suite, on la connaît. À Bruxelles, ivre et désespéré, Verlaine tire 2 coups de revolver sur Rimbaud. Il est arrêté, condamné à 2 ans de prison. Ce drame met fin à leur histoire, mais il marque la littérature à tout jamais. Car c'est de cette passion violente que naît une poésie visionnaire, sensorielle, brisée. Mais cette histoire est aussi le drame de Mathilde et de son enfant. Violentée, humiliée, Mathilde demande la séparation. À 20 ans, Rimbaud quitte la poésie. Il disparaît, part à Londres puis en Afrique. Il devient négociant, aventurier et meurt à 37 ans à Marseille. Verlaine, lui, devient le prince des poètes en 1894, 2 ans avant sa mort. Parmi ses œuvres, Sagesse, des poèmes de la chute et de la supplication. Pourtant séparé de Mathilde, le recueil est dédicacé à ma femme. Aux yeux de Verlaine, Mathilde reste sa femme, le divorce n'étant rétabli en France qu'en 1884. La dédicace semble plus spirituelle que conjugale. À celle que j'ai offensée, à la loi morale que j'ai trahie, à l'ordre perdu, pourrait-on dire. Jadis et naguère est publié en 1884, un texte manifeste dans lequel il enterre le Parnasse de l'intérieur, préférant de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Des poèmes vivants et sincères composent aussi le recueil, comme ce Pierrot, ce Verlaine regardant Verlaine devenir obsolète. Rimbaud et Verlaine, 2 hommes qui ont transformé la poésie. Paris les a forgés autant qu'il les a consumés. On se retrouve pour le prochain épisode de Chroniques parisiennes, l'inconnu de la Seine.